A mí me encanta como Pablo Trapero, que tiene, como dije, un éxito muy grande. Es como un chico a la escuela hoy, porque él trabajó sobre la carrera, las películas de Vincent, y él recién me dijo que tiene muchas preguntas por él. Así que, Pablo, el micro es tuyo. Buenas tardes. Cuando Thierry me invitó a esta conversación con Vincent, lo primero que pensé es qué es lo que hace que una persona que tiene una vida cotidiana todos los días, de un momento para otro decida ser otra persona y que a esta persona en la vida cotidiana lo ayuda a tomar la decisión de jugar por unas horas, por unos días, a ser otra persona en esa película. Entonces la pregunta, Vincent, es ¿por qué decís que sí a un personaje y por qué decís que no a otros personajes? Quand je ne veux pas faire un film, mon excuse que je donne au metteur en scène, parce que je vois tout le monde, je lis tout ce qu'on m'envoie. N'importe qui m'envoie un scénario, j'ai dit à mon impresario, si un jour je croise quelqu'un dans la rue qui me dit « je vous ai envoyé un scénario et que je ne l'ai pas lu », je vous quitte. Je ne travaille plus avec vous. Je veux tout lire. Et pour dire non à un metteur en scène, je réponds à la question de Pablo, mais à l'envers. Je lui dis, ne le prenez pas prétentieusement, mais si par hasard je peux amener quelque chose au personnage, mes yeux, ma bouche, mon nez, ma façon de bouger, moi, mon histoire, comme ça fait longtemps que je fais ce métier, je trimballe avec moi, j'amène quelque chose. C'est un commerce et un negocio entre l'acteur et le personnage. Moi, je te donne ça, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce qui va me rester dans ma vie d'homme une fois que j'aurai été toi? Un bon deal, c'est quand les deux parties gagnent. S'il n'y a qu'une partie qui gagne, ça n'est pas un bon deal. Et donc, quand je lis un personnage, je me demande toujours qu'est-ce que j'en penserai un an plus tard? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie d'homme? Est-ce qu'il va m'apprendre quelque chose? Est-ce que je vais me conduire autrement comme acteur? Est-ce que je vais parler autrement à mes enfants? Est-ce que je vais être plus courageux, plus lâche, plus beau, plus ouvert? Qu'est-ce qui va m'amener? Quand je ne trouve pas la réponse, je dis non au metteur en scène. Je dis je suis désolé, mais organiquement, je ne peux pas me présenter sur le plateau. On peut me proposer une somme d'argent immense, j'ai même pas de mérite à ça, je suis fait comme ça, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas le fil qui m'emmène sur le plateau. Si je ne suis pas amoureux, je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger. Si je me trompe et que je fais un film que personne n'aime, mais que moi j'aime, et que je me couche le soir et que je peux dire « vous l'aimez pas », j'en ai rien à foutre. Moi je l'aime, je suis un homme heureux et libre. Si j'aime pas un film et que le monde entier me donne tous les prix du monde en me disant « j'ai rien vu de mieux au monde, mais que moi je ne l'aime pas et que je me couche le soir », je méprise tout le monde et j'ai envie de dire « vous êtes tous des cons, vous avez rien compris, c'est nul, moi je l'aime pas ». Donc je ne fais que ce que j'aime. C'est pour ça que je me déplace pour ça. Donc quand je fais un compliment hier à Pablo Trapero, parce que j'ai vu ses films, et à son épouse, sa femme, que j'ai vu jouer et que je trouve inouïe dans Leonera, si j'avais pas aimé, si j'accroche pas dans le film, je viens ici, je suis très poli avec Pablo Trapero, je fais « Ciao, come stai ?» Ah, mais piacere, mais piacere, mais piacere. Et après, je change de table et je vais ailleurs. Si je lui dis que j'ai adoré son film, c'est parce que j'ai adoré son film. Je dis toujours la vérité. Je n'ai pas de filtre. Ça me coûte très cher et des fois, ça me rapporte très gros. Mais c'est comme ça que je fais
Et la notoriété d'un metteur en scène n'a strictement rien à voir. Un jour, il y a un grand metteur en scène français, molto connu, très très connu, et il m'a proposé son film, mais un énorme metteur en scène. Et j'ai dit non. Alors mon agent m'a dit, mais tu es fou. J'ai dit pourquoi? Il me dit, mais tu te rends compte que ce type-là, il a fait ça, il a fait ça, et il a fait ça. J'ai répondu, oui, mais moi je ne suis ni dans ça, ni dans ça, ni dans ça. Moi, il me propose ça. Et donc, je vais devenir son pire souvenir. Et très vieux, un jour, il sera au bord d'une piscine, on va le filmer pour une émission, et il fera, quand on lui dira le titre du film qu'il a fait avec moi, il fera, ah, yes, je sais, c'était un moment de ma vie où j'ai pas du tout envie d'être ça dans la tête de metteur en scène, moi. J'ai dit à mon agent, j'ai passé 33 ans sans tourner avec lui, je vais tenter encore 25 pour voir. C'est pas grave. On n'est pas tous obligés de se croiser. Et j'ai des camarades qui tournent des films avec des metteurs en scène parce qu'ils sont amoureux du souvenir qu'ils ont de films qu'ils ont vus de lui. Mais moi, j'ai toujours les mêmes souvenirs, je les regarde, je les adore, mais je ne vais pas aller faire leur pas bon film, il n'y a pas de raison. Ça serait pas normal. Pourquoi? J'ai rien fait, moi. Pourquoi je me punirais comme ça? Donc voilà comment je choisis un film. Merci Vincent. Dans La Bonne Année, un film fantastique de Claude Lelouch avec Lino Ventura, un des films préférés de Stanley Kubrick. Il y a une scène à un moment et il y a un Italien, il parle, c'est un dîner où il y a des gens très cultivés et Ventura est un acteur très de la terre, très extrêmement... il aime manger, boire, il y a des gars, ils sont sympas, puis il y a des gars, ils sont pas sympas. Il est très terre à terre. Et puis ils se moquent de lui dans le dîner, et à un moment, ils lui disent « Mais est-ce que vous avez vu ces films ?» Et il dit « Non. »« Mais vous avez seulement vu Un homme et une femme de Claude Lelouch ?» ?»« Non. »« Mais vous avez seulement lu Baudelaire ?» ?»« Non. » Et à un moment, il y a un Italien qui dit « Mais comment vous faites pour choisir un film ?» Et il le regarde comme ça, il fait « Je choisis un film comme je choisis une femme, en prenant des risques. » Hay siempre una gran duda, sobre todo en la época en la que se estudia cine, ¿no? Donde todo es muy radical y entonces es blanco y negro o color. Bueno, voy a decir algo un poco antiguo, 16 o 35. Ahora sería HD o teléfono, no sé. Donde todas las decisiones parecen muy radicales y parece que una decisión se enfrenta con la otra. Y hay algo que tiene mucho que ver con la relación de quien ve la película y el personaje, donde muchas veces, sobre todo de vuelta, cuando uno empieza a estudiar cine y a ver cómo trabajar con un personaje, surge la pregunta que es, ¿necesito un actor que se parezca a este personaje? ¿Necesito un actor que traiga lo que es este personaje? ¿O necesito a alguien que sea completamente diferente y que complemente a este personaje? Entonces, son dos preguntas. Hay una idea de que el actor profesional está preparado para darnos cualquier personaje, hablando del cine, ¿no? Es distinto el teatro y la televisión, pero hablando del cine. Cualquier personaje podría ser hecho por un mismo actor. Pero también nosotros, como espectadores, estamos acostumbrados a ver a ese actor muchas veces. Vincent es una cara familiar. La gente en la calle lo saluda, lo abraza, le dice hola, ¿cómo te va? Y al día siguiente o esa misma noche lo ve en una película. Entonces, como un actor, para un director, ¿no? Cuando uno empieza dice, no quiero caras que traigan información previa, porque si no ese personaje se va a contaminar de esa información previa.
Ese personaje va a ser un accidente entre la historia del actor y la necesidad del personaje. Entonces se provoca un problema que es actores profesionales o actores no profesionales. O una tercera vía, que es la vía de Bresson, que es el modelo, ¿no? Como qué es lo que cada uno necesita. Pero como estamos ante un actor profesional, la pregunta es, ¿cómo hace un actor profesional para convertirse en un modelo, para ser el ideal de Bresson, donde no hay historia previa, donde el guión no existe y donde el personaje es la persona que vemos en la pantalla? Y si lo vimos a Vincent esa mañana en el mercado, no importa nada, porque lo vamos a ver esa noche en la televisión y ese personaje es a quien queremos creer y querer. C'est très simple, j'adore cette question. La première chose, je vais répondre dans tous les sens. La première chose, les bons acteurs ou les grands acteurs et les grands metteurs en scène. Un grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait que les acteurs et les actrices ont toujours raison. Pas sur la mise en scène. Mais Plus ou moins, hein? Non. Mais quand un acteur ou une actrice, le 22e jour de tournage, n'arrive pas à jouer quelque chose de simple, vous savez tout de suite si vous êtes avec un grand metteur en scène ou pas un grand metteur en scène. Celui qui n'est pas un grand metteur en scène, il vous dit des phrases de ce genre-là. Mais enfin, Vincent, je comprends pas, t'as fait beaucoup plus compliqué avant ça. Je te demande rien, je te demande d'aller de là à là et de dire juste ça me paraît pas... T'as fait beaucoup plus dur. Mais je n'y arrive pas. Oh écoute, j'ai encore 8 plans à faire. Sois gentil, c'est pas compliqué. Tu vas de là à là, point barre. Ça, c'est pas un très grand metteur en scène. Un très grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui se dit, il veut me dire quelque chose, l'acteur. Il a un trouble, il a une gêne. Il y a quelque chose qui va pas. Ou la scène est mal écrite, ou la caméra est pas au bon endroit. Mais s'il n'y arrive pas, c'est moi qui ai tort. Et il fait ça, il enlève son casque, il fait... On attend 5 minutes, il vient vous voir et on parle. C'est ça qui est rassurant. Et comme par hasard, à peine il est venu vous voir, à peine on commence à se parler que les deux font « Non, mais c'est bon, j'ai compris, on y va. On ne s'est rien dit. » En fait, un acteur, c'est un enfant. Il a juste besoin de voir quelqu'un qui vient le voir et qui fait « Dis-moi ce qui ne va pas. » Rien que « Dis-moi ce qui ne va pas », on lui répond « Ça va, impeccable. Allez, on y va. C'est bon, ça y est, je sais. » C'est que des demandes, c'est que des cris. Aime-moi, regarde-moi. T'es mon père, t'es mon frère. Sur un tournage, le metteur en scène, c'est celui à qui moi je dis le plus de choses. Je raconte mes histoires de cœur, je raconte ma vie. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Je lui confie mon corps, ma tête, et c'est lui qui va faire que je serai ridicule ou pas ridicule. Je dépends de lui. C'est lui qui me nourrit. Comment j'aborde un personnage? La dernière chose qui m'intéresse dans un personnage, c'est la psychologie. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. En France, il y a une expression, on dit « l'habit ne fait pas le moine ». Moi, je trouve qu'au cinéma, l'habit fait un petit peu le moine. Je veux savoir comment il est habillé, comment il bouge, c'est quoi sa voiture. Et les acteurs qui disent au metteur en scène « Excuse-moi, mais là, le personnage, pour moi, je m'écarte, je vais dans un coin, je fais, bon, il parle chinois, je sais pas qui c'est le personnage, il s'appelle le personnage, le monsieur, ou ceux qui disent si le personnage s'appelle Alejandro, l'acteur qui dit, mais alors, dans la scène d'avant, Alejandro, il est un peu nerveux, je sais pas qui c'est. Moi, je dis je. Quand j'arrive, je pose le verre là, je vais là, c'est moi, donc je dis je. C'est moi qui le joue. Je suis habillé, c'est moi. Donc je dis je tout le temps. Et ce qui m'intéresse, ça fait 30 ans que je travaille. On me demande comment je travaille un rôle. Ça fait 30 ans, j'ai pas de chauffeur, pas de secrétaire, je fais mes courses. J'ai déjà été au commissariat plusieurs fois, donc j'ai vu comment parler à un commissaire de police. J'ai été au restaurant plusieurs fois, donc je vois comment il mange. Je vois que quelqu'un qui est un peu bourgeois mange avec les coudes, généralement comme ça. Celui qui vient d'une classe sociale un peu plus pauvre, ils ont de temps en temps les couverts debout, puis ils parlent comme ça, ils font « Non, parce que tu sais,
Je sais que quelqu'un qui boit comme ça, c'est pas pareil que quelqu'un qui boit comme ça, que quelqu'un qui s'essuie comme ça. C'est pas pareil que... Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc je passe mon temps à regarder les gens, c'est ma passion. Je ne sais pas imiter leur voix, mais je suis comme un mime. Je rentre tout ça dans ma boîte, et puis quand je fais un personnage, comme quand on va dans une brocante, je prends des petites choses. Pour vous dire mieux, pour vous montrer que les mots ne veulent pas dire grand-chose, je vais vous faire un exemple. Si je dis tout d'un coup, je fais... là, je joue une scène. Hein. Si je fais, s'il vous plaît, vous pouvez mettre la chaise là, avec des mots et des chiffres, je fais pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comment je... C'est ça qui compte. Quand tu dis à quelqu'un, viens voir, c'est pas pareil que... Viens voir. Pas pareil que... Viens voir. Mais après, les mots, c'est rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est rien, les mots. Je t'aime. 3, 4, 6. On s'en fout des mots. On s'en fout des mots. Tout d'un coup, on est étonné. Quoi, moi? 3, 4? On s'en fout des mots. On s'en fiche. Donc, ce qui m'intéresse, c'est... Il faudrait que je me lève pour vous montrer, mais... Allez, allez. Avec mes pieds, en les bougeant de 1 cm, je vais être 3 hommes différents. Je vais vous faire celui qui est tranquille, celui qui est super tranquille et celui qui est un peu peureux. En 5 mm même. Donc ça, tranquille. Je bouge un tout petit peu. Ça. Tranquilo. Et ça, pas très tranquille. Otra vez. Tranquille. Alors, tranquille. Là, normal. Normal, tranquille. Là, tranquille. Super tranquille. Et là, pas très tranquille. No tranquilo. Là, je ne l'ai pas très bien fait, mais... Parce que c'est compliqué. Non, mais... C'est... Donc, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est regarder les gens. Par exemple, quelqu'un qui a un talkie-walkie, s'il parle comme ça, j'y crois pas. Ceux qui ont un talkie-walkie, qui savent le faire marcher, ils le mettent là et ils regardent toujours, on ne sait pas où. Ils font, tu vas vérifier le... Ils font pas ça, ils le penchent. C'est encore plus fatigant. C'est complètement idiot. C'est un effort, mais c'est comme ça. Et au cinéma, on regarde toujours les gens dans les yeux. Tout le temps, on parle au restaurant, on dit les choses, on regarde la personne dans les yeux. Alors que dans la vie, on fait, la personne est là, et on fait, ben non, j'étais, en fait, j'y étais hier, et il m'a téléphoné, on regarde très très vite, une demi-seconde, on fait, il m'a téléphoné vers 11h, et alors là, et tu regardes pas l'autre. Dans la vie, on regarde pas l'autre. Il fait très peur, l'autre. Une déclaration d'amour, on regarde à peine la personne en face. On fait, voilà, je voulais vous inviter à dîner parce que je vous ai appelé plusieurs fois, mais en fait, et au cinéma, je sais pas pourquoi, on est là, on fait, je vous ai appelé plusieurs fois parce que je voulais vous inviter à dîner, et j'y crois pas. J'y crois pas. Donc moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est de jouer le plus près de la vie. Ce qui fait que je suis très souvent de dos au cinéma. Et très souvent de côté. Et très souvent la tête baissée. Et je refuse de me montrer. En fait, dès qu'une caméra arrive, je suis très amoureux de la caméra. Je fais tout pour aller flirter avec elle. Mais en même temps, je ne suis obsédé que par une chose, c'est échapper. Qu'elle ne m'attrape jamais. En fait, c'est très schizophrénique. Je veux absolument, plus elle est près, plus je joue bien. Plus elle est loin, et un metteur en scène me dit « fais ce que tu veux », j'ai l'impression d'être un cheval,
qui peut courir sur la falaise et je vais terminer en mourant avec de la bave dans les... Là. Moi, il me faut des obstacles. Si on peut me mettre un micro ici, ça, le verre, on a mis un petit truc pour le coller parce qu'il ne faut pas le toucher. Plus il y a de choses qu'il ne faut pas faire, plus je peux jouer la comédie. Parce que j'ai 17 cerveaux qui marchent en même temps et je pense en fait qu'aux trucs qu'il ne faut pas faire et donc du coup, je pense plus... j'oublie que je joue et je suis naturel. Mais j'ai besoin qu'on me mette des enclos. J'aime être libre dans un terrain de 10 mètres sur 10, mais j'ai le droit de faire ce que je veux dedans. Et plus la caméra est loin, quand le metteur en scène est à la longue focale et qu'on a un chef, on est de l'autre côté de la rue, plus je suis loin de lui, plus j'ai envie de dire je suis trop loin, tu m'abandonnes, je sais pas quoi faire, je suis perdu. Et en même temps, quand la caméra est prête, j'essaie de l'éviter. Je ne fais rien pour lever la tête. Mais la caméra est plus forte, elle vient attraper tout ce qu'elle a envie. On voit tout. Même de dos, les acteurs qui jouent pas de dos, ça se voit. Même une respiration de dos, ça se voit. Même si je suis énervé, je fais juste ça, de dos, hein, la caméra est là-bas. Même si tout d'un coup je fais... Ça se sent. Et celui qui fait « non mais c'est pas la peine que je le fasse, je suis de dos ». On voit que ça. C'est comme si la caméra venait devant et faisait « ah ah ah, c'est pas bien, tu l'as pas fait ». Voilà comment j'aborde un personnage. Il n'y a en fait que la forme qui m'intéresse. Je me fous complètement du fond. C'est l'effet Kouletchov. Je ne sais pas si vous savez qui est Kouletchov. C'est l'image d'avant et l'image d'après qui compte. Moi, je considère que je ne suis pas un très bon acteur. Je joue tout pareil. Mais comme mon métier est à chaque fois différent, que le metteur en scène avec qui je travaille est souvent différent, que mon prénom change et que j'ai pas les mêmes habits, tout le monde me dit vraiment, on sent une tension dans ce personnage, tu fais passer tellement de choses avec tes yeux, et à chaque fois j'ai envie de dire mais oui, mais ça fait 30 ans que je fais ça, dis donc. Et en fait, dès que si on me prend moi. Voilà. Et il y a une énorme mariage entre le personnage et moi. C'est incroyablement moi, et en même temps, on oublie que c'est moi au bout de 4 secondes. Mais je ne veux pas en parler plus longtemps, parce que si je vous explique, je vais m'entendre vous l'expliquer, et si je m'entends vous l'expliquer, je vais en être conscient, et dès que je suis conscient des choses, c'est fini, c'est foutu. Donc je veux rester complètement... Et en fait, chaque fois que je commence un film, je me dis pourvu que je sois bien dedans, c'est jamais acquis, et j'ai toujours l'impression que le prochain, tout le monde va découvrir qu'on m'a laissé aller jusque-là, et c'est ça mon moteur. Bueno, esta respuesta me lleva... Là, pardon, là Trapero, il fait non, moi je vais pas travailler avec lui parce que il m'a dit qu'il avait toujours raison, ça va être le bordel sur le plateau. No, esto me lleva a otra pregunta, que es la siguiente. Siempre se habla de las películas chicas o grandes, como si eso en sí mismo significara algo. De los personajes grandes o de los personajes chicos. De los presupuestos grandes o de los presupuestos chicos. Pero hay una pregunta que atraviesa todas estas posibilidades, que es la siguiente. No importa qué tan grande o pequeña sea una película, qué tan grande o pequeña sea una película, hay algo que nunca se presupuesta. Siempre se habla de dinero. ¿Cuántos días de rodaje? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos faroles? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántas cosas? Pero muy pocas veces se habla de algo que no se puede poner en un presupuesto, que es el estado de ánimo. Un actor trabaja con sus sentimientos, con sus recuerdos, con su pasado, con su presente.
Y entonces vamos a dar un ejemplo. El escritor escribe una escena muy original. Un chico está muy enamorado de una chica y hace muchos años le quiere declarar su amor a esta mujer. Hace 10 años. La escena es, este señor llega a declararle su amor casi infantil a esta mujer. Pero por esas cosas del cine, a las que nos tiene acostumbrado el cine, el día que el director le pide esta escena al actor, el actor se acaba de separar. No hay nada más cerca de este actor que la idea del amor en ese momento de su vida. Ahí no hay presupuesto, no hay muchas cámaras, no hay un vestuario, no hay nada que pueda resolver esta situación para el actor. El actor tiene que hacer creer a todos los que vemos la película que el amor de su vida está frente a él. Pero en su vida cotidiana, el actor odia a su ex mujer o a su ex pareja o su ex novia. La odia con todo su ser. Y lo que tiene que hacer esa mañana en el set es un amor casi de naif, casi de adolescente. Entonces, la pregunta es, cuando un actor, con todo lo que decía Van Sant, llega al set, tiene su vida real y también la vida real que actúa, porque actuar, a fin de cuentas, mientras estás actuando es la vida real. ¿Cómo hace un actor donde no importa el tamaño del presupuesto, ni la cantidad de cámaras, ni la cantidad de ensayos, tiene que hacer creíble para millones de personas, o miles, o cientos, ese momento de amor, en un momento donde su vida está exactamente en la otra punta? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se sale de esa vida real a la otra vida real? Porque el actor cuando actúa es su vida real. Là, je suis content parce que, sans aucune prétention, je pense que je suis le seul acteur au monde. J'ai une technique pour ça. Moi, si j'aime une femme à mourir et qu'elle me quitte la veille, le jour d'avant, et que le lendemain, je dois jouer quelqu'un qui dit à une femme qu'il l'aime et qu'il est fou d'elle, je dis les mots comme je me sens ce matin-là. Et peut-être qu'il va y avoir une manière originale, quelque chose qu'on me dira plus tard en me disant c'est incroyable. Mais quand tu lui as dit que tu l'aimais, il y avait en même temps quelque chose de tellement profond, comme une tristesse, comme une peur, parce que les gens mettent ce qu'ils veulent sur ce qu'ils voient. Et les gens vont dire il y avait une tristesse dans tes yeux, quelque chose comme un engagement tellement beau, t'es tellement sincère et t'es tellement amoureux d'elle que j'ai senti, mais peut-être que j'ai tort, Vincent, vous allez me dire, un journaliste, mais que j'ai senti comme un... Vous avez tellement conscience de la responsabilité que presque l'amour vous fait peur et vous fait de la peine tellement vous êtes ému. Et moi, dans ce cas-là, je réponds exactement, c'était ça. Je joue avec l'humeur du matin où j'arrive sur le plateau. C'est comme ça. Et ça passe toujours, puisque dans la vie, on fait ça. Imaginez, ça c'est pareil, imaginez un type qui est en discussion terrible avec un associé dans le salon de son appartement, et il y a son fils de 5 ans qui frappe à la porte et qui vient le voir. Regardez comme on peut changer d'humeur en une seconde dans la vie. Il est là comme ça, il fait non, mais je suis désolé, non, mais je suis désolé, non, je ne marche pas, mais je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et tout d'un coup, l'enfant arrive, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit mais il est fou ce mec-là. Non, on se dispute, on fait non, je suis pas d'accord, mais je suis absolument navré. Oui, chérie, mais demande à maman, peut-être. Oui, 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 mon amour. J'ai encore 5 minutes et après je te vois. Tiens, mon amour, ferme la porte, voilà. Non, ce que je te disais, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc évidemment, si le matin j'arrive et que je me force à être amoureux, ça va pas être bien. Tant pis,
Si j'ai une larme qui me vient quand je lui dis, voilà, je voulais te dire que j'étais... Ça fait des jours et des jours, et que tout d'un coup, il y a un œil qui brille un peu, ça marche pas mal. Les gens font, waouh, qu'est-ce que c'est intense. Je me sers de tout ça. Alors évidemment, si vous devez jouer... ça ne marche pas tout le temps, ça marche dans les sentiments. Évidemment que si vous devez jouer quelqu'un qui veut mettre de l'ambiance et qui dit allez on va danser et qui tout d'un coup ce matin-là est triste et pas envie de bouger, ça ne marche pas. Mais dans les états d'âme, je pense que tous les contraires se réunissent. Être ultra triste et effondré de ce qui vous est arrivé, c'est quasiment pareil qu'être ultra content. Parce qu'une tristesse dans une déclaration d'amour lui donne une force tellement originale qu'on voit si peu que ça en devient énorme. Et une joie, en revanche, où on a appris par exemple une nouvelle sublime et on doit jouer quelque chose de très triste, eh ben, il peut y avoir quelque chose d'apaisant, de calme, de reposer, qui fait que tout d'un coup, vous jouez une scène où vous enterrez votre maman dans le film, vous êtes triste, mais il y a comme un... Vous vous sentez plein, heureux, et il peut y avoir quelque chose où tout d'un coup, les gens disent « J'ai vu la scène de l'enterrement, vous avez l'air tellement sage, tellement puissant, tellement fort devant l'obstacle et devant la tristesse, que ça m'a bouleversé, Vincent. » Et t'as envie de dire, bah non, j'étais juste de bonne humeur ce jour-là. Je sais plus. Et tout marche. Moi, je pense qu'au cinéma, tout marche. La seule chose qui m'intéresse, c'est de m'entendre bien avec mon metteur en scène. Tout marche. Tout est son contraire. Tout marche. On vient avec soi. J'ai entendu tellement d'anecdotes d'acteurs qui ne pouvaient pas supporter l'actrice avec qui ils tournaient ou inversement et qui ont fait des histoires d'amour formidables. J'ai aussi entendu des acteurs et des actrices qui ne s'entendaient pas et qui ont fait des films nuls. Il y a les 4 possibilités. J'ai aussi entendu des acteurs et des actrices qui s'adoraient, qui ont fait des films sublimes. Puis j'ai aussi entendu des acteurs et des actrices qui s'adoraient, qui ont fait des films merdiques. Tout est possible. Il n'y a pas de règle. On en parlait avec Pablo tout à l'heure. Il y a des films qui ont la grâce, qui sont accompagnés. C'est comme si le bon Dieu vous disait avant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à le foutre en l'air, ton film. Je suis là, je veille dessus. Ce film va être formidable. Tout Truffaut disait, il y a des films, on prend toutes les bonnes décisions, alors que quelquefois, en les tournant, on croit qu'on prend les mauvaises. On veut tourner la scène avec une Volkswagen bleue, il y a l'assistant qui vient vous voir 1 heure avant, qui dit « J'ai pas la Volkswagen bleue, ce que je peux avoir, c'est j'ai une Alfa Romeo jaune. » Et tu fais « Ah, putain. Ok, je sais pas, les enfants, ok. Si vous voulez, j'en sais rien. Ça fait 4 jours que je vous demande cette voiture. Tu pouvais pas venir me le dire avant? Alors maintenant, tu me mets devant le fait accompli. Je suis obligé de tourner avec cette voiture. C'est pas ça que je voulais faire. Vous me faites chier. Amène la voiture, je m'en branle. Allez, moteur. » Et puis ça arrive 10-15 fois dans le film. Un acteur, ça va pas. 3 jours avant, tout d'un coup, on est affolé, on dit non, il faut que je change, ou il peut pas le faire. Il a quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, alors on prend un autre. C'est pas celui-là qu'on voulait. Et à la fin du film, tout s'est empilé et le film est un chef-d'œuvre. Et si vraiment on est honnête, quelquefois le metteur en scène pourrait vous dire, et toutes ces décisions, je ne les avais pas décidées 3 jours avant. Elles m'ont toutes été amenées par contrainte et je m'en suis fait propriétaire au dernier moment. J'ai été obligé de danser avec, de réagir avec, et ça donne des films inouïs. Et des fois des films très très mauvais. On ne sait pas. Ce qui est formidable avec le cinéma, et c'est pour ça que moi j'en fais, je ne sais pas si ça va marcher le film ou si ça ne marchera pas. Je ne sais pas si le film va se tourner ou pas. On ne sait pas si on va avoir la Palme d'Or ou rien. On ne sait rien. On ne sait pas. Et donc, c'est le métier, un des métiers les plus bandants du monde, parce que on ne vit que d'espoir, que de crainte, que de pourvu que...
pourvu que. La phrase du cinéma, c'est pourvu que demain il pleuve pas. J'ai commencé toute la scène hier sous le soleil. Si demain il pleut, putain, comment je vais faire? Pourvu qu'il arrive à l'heure, parce qu'aujourd'hui j'ai plein de scènes à faire. Si les acteurs sont en retard, je suis foutu. Pourvu que ceci, pourvu que je sois un metteur en scène, il se dit le matin, pourvu que je sois génial aujourd'hui. Parce que le film dure 8 semaines, et je suis pas obligé d'être génial tous les matins. Il y a des jours où ils n'ont pas d'idée. Et ils font croire qu'ils en ont, mais ils en ont pas. Ils mettent la caméra quelque part, et tout seuls, ils doivent se dire, oh là là, j'ai pas d'idée ce matin, putain de merde, et tout le monde est là à m'attendre. Tout le monde fait, Pablo, qu'est-ce qu'on fait? Pablo, qu'est-ce qu'on fait? Et puis pendant que tu tournes, il y en a un qui vient. Excuse-moi de te déranger, Pablo, mais juste, là, tu préfères qu'on coupe à midi pour la cantine ou tu préfères aller au bout de la séquence et on coupera à 2h juste après? Et tu as envie de dire, je sais pas. Il faut inventer. Tu dis 2 heures. Et après, il y a la costumière qui vient qui fait, excuse-moi, juste, c'est pour la scène d'après-demain, mais le pullover de Maria, tu préfères le jaune ou le vert? Et tu fais, montre pour voir? Ouais. T'as que ça, que le vert et le jaune? Non, j'ai aussi un rouge et un bleu. Amène le rouge et le bleu. On a gagné déjà 10 secondes de... Amène le rouge et le bleu. Non, finalement le vert. Et le lendemain, tu vois, tu fais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est toi qui m'avais dit que... Non, allez, fous-moi ça dehors, ramène le jaune. C'est que ça, un film. C'est passionnant. Des acteurs qui viennent demander des trucs à des metteurs en scène, mais on leur demande des trucs, mais de temps en temps, mais de folie. Ils doivent se dire, mais il est complètement dingue, mais je sais comment... I don't understand the question. Quoi? On a des angoisses incroyables. C'est ça qui me fascine. C'est pour ça que j'aime ce métier, et c'est pour ça que j'aime travailler avec des metteurs en scène, des actrices. Il n'y a pas un acteur pareil, il n'y a pas une actrice pareille. Lui, il doit gérer 5, 6 personnes différentes. Il y en a un, il aime qu'on lui explique tout. Tout. Pourquoi la bouteille est là, pourquoi il a une montre Omega, il y en a un autre, le metteur en scène s'approche, il fait non, me dis rien, stop. Bon, c'est un autre. Il y en a un, il est bon dans les premières prises. Il y en a un autre, il est bon qu'au bout de 8-9 fois. Il y en a un, il est toujours en retard. Il y en a un, il est là 1h le matin à l'avance, il fait bon, quand est-ce que ça commence la journée? Il y en a un, il a besoin de venir voir le combo. Il y en a un autre, il fait non, je ne vais pas me voir, je peux pas me suivre. C'est une folie. Non? Oui. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que todo lo que queremos los directores o los que hacemos las películas en un punto no tiene sentido porque no se sabe, porque no se puede o porque se quiere y no funciona, hay un momento en el cine que es único, ¿no? Que es lo que pasa como en el teatro, ahora, aquí, ya, en este momento, y no pasará en la toma siguiente, ni en la que viene, y no pasó en ninguna antes. Entonces, hay otra gran discusión que es los personajes que están basados en un guión de hierro, en diálogo súper estructurados, en escenas que no se pueden mover, como decía Van Sant, 1 centímetro de la marca. Y después está la otra posición que es, llego al set y voy a ver qué hago porque quiero improvisar y quiero sentir la sensación de ese día de rodaje. Siempre hay posiciones intermedias. Pero la gran pregunta es, un actor está preparado para repetir un texto 1, 2 o 15 veces. Pero las 15 veces va a pasar 15 o 200 cosas diferentes. La cámara va a llegar más tarde, el actor que está enfrente va a responder antes o se va a olvidar la letra. En ese momento, la luz que tenía que darle al actor, la persona encargada de esa luz no la movió. Cada toma va a ser única e irrepetible. Y aparece la pregunta, que es, ¿cuánto se improvisa y cuánto la improvisación va en contra del
la idea original. Je vais associer Pablo et Martina, qui est là, à ma réponse. Je vais dire que tous les trois, on pense pareil. Et si Pablo n'est pas d'accord, tu me diras. Ou si Martina n'est pas d'accord, elle me dira. J'ai l'impression que, en fait, moi j'adore cette discussion. C'est extrêmement agréable. Mais très agréable. Je suis ravi d'être là. Mais j'ai l'impression que nous deux, là, on essaye de donner des réponses à des questions qu'on ne se pose pas consciemment quand on travaille. C'est un peu pour parler, et c'est très agréable, mais je pense que jamais Pablo se pose sur le tournage des questions d'éthique du cinéma. Il se pose des questions beaucoup plus précises, du moment, là, à la seconde. Et moi, je me pose des questions de là à la seconde. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux donner le mieux? C'est beaucoup plus tard, dans une discussion comme ça, qu'on essaye d'expliquer, moi, comment j'aborde un personnage. Mais en fait, j'en sais trop rien. Jamais je me suis posé la question en me couchant le soir, comment j'aborde un personnage? Et je pense que Pablo jamais s'est couché le soir en disant quel genre de metteur en scène je suis, moi? Il est. Et je ne pense pas que Martina se soit dit est-ce que je vais... qu'est-ce que je vais dégager comme image? Est-ce que par rapport à ce que j'ai montré dans un film d'avant? Je pense que tout ça, c'est un travail inconscient. On va à une vitesse folle. On a 17 000 cerveaux qui travaillent en même temps. On est des animaux. On a un instinct. On sait ce qui est bon pour nous et pas bon pour nous sur le moment même. Quand un metteur en scène, tout d'un coup, fait stop, 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 on arrête. Allez, enlevez-moi ce travelling. Non, non, allez, j'en ai plein le cul. Vite, allez. Prends la caméra, on se rapproche, on se met là fixe. Mais on avait dit je m'en fous, là, ici. Il a raison. Il se dit pas quand il prend cette décision, bon, alors là, je vais dire à tout le monde qu'on arrête le travelling, parce que le travelling, c'est une chose, en fait, qui est lente, et qui veut dire psychologiquement que je m'approche doucement du personnage, je vais changer. On a des instincts, comme quand on évite des pierres, comme quand on avance dans la brousse, on entend des bruits, on s'arrête, hop, on recommence, on avance. Et c'est un peu comme quand on demande à deux personnes qui s'aiment, on dit à l'un des deux, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Hein. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Et puis l'homme répond, beaucoup de choses. Quand je l'ai vu rentrer dans ce café, j'ai senti que c'était quelqu'un de très fort, et quelqu'un, mais t'as rien senti du tout, ça a duré 3 secondes, t'es tombé amoureux en 3 secondes. Et maintenant, 20 ans après, on essaye de se trouver des raisons rétroactives pour expliquer quelque chose qui s'est passé en 3 secondes. Et les journalistes, moi, quand ils me posent des questions sur mes personnages, et là je suis sûr que c'est pareil pour Martina ou pour Pablo, dans leurs questions, ils nous inventent des trucs auxquels on n'avait pas pensé en le faisant, et on fait, mais heureusement que j'ai pas pensé à tout ça. Des trucs, mais des questions incroyables qui sont vraies. Où ils disent, j'ai vu chez le personnage à un moment, quand il fait ça, cette façon d'être de dos, est-ce que le metteur en scène a voulu peut-être montrer que vous tourniez le dos au monde? Et moi je réponds, oui, évidemment, pas du tout. J'étais de dos, puis c'est tout. Parce que je me suis penché. On ne pense pas à tout ça. Ou si on y pense, c'est l'inconscient. Mais c'est les gens qui voient les films, qui voient des choses formidables qu'on a fait. J'ai envie de dire par hasard, ça me rassure de me dire qu'on l'a fait par hasard. Mais jamais, moi j'apprends le film que j'ai fait et le personnage que j'ai été pendant les interviews et la promotion. J'apprends un nombre de trucs sur le film, absolument incroyables, de pensées, sur moi même, on me dit des choses sur moi de temps en temps, je suis ravi, hein. On me dit, vous êtes un acteur comme si... J'ai remarqué, ça fait quelques films où... et je fais, oui, c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire, je comprends pas un mot. Je suis venu, je me présente, j'avance, comme quand je fais des œufs, j'avance, je vis, je bouge. Je n'ai pas le même poids, je n'ai pas les cheveux de la même longueur, je vais pas faire mon prochain film comme mon ancien. Entre-temps, j'ai été à Cannes, entre-temps j'ai rencontré Pablo, entre-temps je suis venu en Argentine, j'étais à Lisbonne.
J'ai pris 3 kilos, j'ai vieilli de 6 mois, ma fille a grandi, mon fils a eu son bac, enfin, je ne serai plus jamais le même. Mais moi, c'est ça qui fait que je ne serai pas le même. Par contre, si je réussis mon rôle, on va me dire non, là on sent qu'il y a vraiment, vous avez pris du poids dans ce personnage, quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Oui, d'accord. J'ai vieilli comme un boulanger vieilli. Je ne sais pas si je réponds bien aux questions que Pablo me pose, mais oui. On est instinctif. Je suis sûr que dans tous les films que Pablo a fait, il n'y a pas un film, dans sa vie, ça ne lui est jamais arrivé, qui puisse dire avant, là, ils vont rire. On ne sait pas. On va au cinéma, on montre le film la première fois, et parfois des gens rient à une scène, on fait « mais c'est pas vrai ». Mais jamais j'aurais cru. Mais cette scène était écrite au départ pour être très triste. Mais pourquoi il rit? Parce qu'il y a quelque chose de drôle, quelque chose de... Dans La Loi du marché, il y a une scène qui est d'une monstruosité, qui est d'une violence, mais terrible, d'un homme qui passe au crible, que tout le monde critique. Mais d'une violence, c'est que des gens autour qui disent j'ai fait un examen de passage pour chercher du travail, et tout le monde me critique ouvertement. Le chef du séminaire dit qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez Thierry? Alors il y en a un qui dit je trouve qu'il aurait pu se raser de près, puis l'autre fait oui, moi je trouve que d'abord vous l'avez dit bonjour, il vous a pas répondu bonjour. Enfin, je passe 10 minutes à en prendre plein la gueule. Et dans la salle de cinéma, la première fois qu'on a vu le film à Cannes, il y avait 2700 personnes. Ils ont ri pendant 10 minutes. Le metteur en scène m'a dit ça va être une scène très très violente, je ne sais pas comment les gens vont la prendre. Ils ont rigolé. On ne sait pas. Mais par contre, dans tous les pays, hier, ils ont ri au même moment. En Argentine, au Portugal, au même moment. En Italie, au même moment. C'est universel. Mais personne, aucun metteur en scène ne sait ça. Bertolucci, il ne sait pas qu'on va lui parler pendant 30 ans de Brando qui tape dans l'armoire et la valise qui tombe par terre avant de partir en voyage. Il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Ils ont tenté ça. C'est même un coup de hasard d'ailleurs. C'est Brando qui était très énervé sur le plateau et qui tout d'un coup, à la répétition, a mis un coup de pied dans l'armoire. Il y a la valise qui est tombée et Bernardo Bertolucci a fait « Bon, ben, on va faire comme ça, c'est impeccable ». Mais il ne sait pas que ça va être une scène mythique. Il y a plein de choses dans des films où on ne sait pas. Tout d'un coup, un metteur en scène qui filme le personnage à la fin, puis hop, qui panote, et puis hop, il lève sa caméra vers le ciel. Et pendant 6 mois au montage, il fait « Oh là 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 là, pourquoi je me suis pas assuré un plan? Oh, quel con! Pourquoi j'ai pas noté ?» Et qui dit à sa monteuse « On a un plan sur Vincent où il marche. » Ben non, mais si, je suis sûr que j'ai tourné... T'es sûr? Mais non, je t'assure, c'est toutes les mêmes prises, on coupe, tu vas au ciel. Ah merde. Bon, alors on monte comme ça. Et puis tout d'un coup, il croise des gens qui font... Et le moment où vous quittez l'acteur et vous partez vers le ciel, il y a un espoir, le cinéma, c'est fou. Non, c'est pas vrai? Muy bien. Tengo miedo que es la última pregunta. Ok, ¿yo o el público? Él, ¿no? Lui. Ok, Pablo. ¿Yo? ¿Última? Y la última. Tengo un montón. Bueno, a ver, última. Minuto, tengo que elegir una de todas estas. Tenía 50. A ver, un poco pregunta, un poco conclusión. Un poco escuchando a Vincent, uno entiende algo que cuando, de vuelta, se estudia cine o se estudia teatro, siempre se mira a los nombres de las personas famosas y talentosas, pensando que tienen las respuestas. Pensando que todo lo que nos toca vivir en el primer corto, o en la primera obra de teatro, o en la primera escena que filmamos, va a ser parte del pasado. Pero a medida que pasan los años y la experiencia, es como un déjà vu permanente, donde todo lo que parecía el pasado pasa a ser el futuro.
O sea, todo lo que parece que ya sucedió va a volver a suceder. El actor se va a separar, cuando necesitábamos sol va a llover, cuando necesitábamos lluvia va a haber sol, y así al infinito. Entonces, hacer cine parece, por todo lo que dice Van Sant y lo que venimos hablando, un poco un sinsentido, porque pareciera un ejercicio de la frustración, donde todo lo que planeaste no va a salir. Y donde lo que sea tu película no va a ser tu deseo, sino la consecuencia de una serie de hechos desafortunados que solo destruyeron tu película, desde que empezaste hasta que se terminó. Sin embargo, uno tiene que sentir que hay algo en ese proceso que merece la pena que todas las cientos de personas que hacen la película te sigan. Primero el director, después el actor y así. Y el director y el actor principalmente no pueden estar en el set diciendo todo es un desastre y nada está saliendo. La película sigue, las horas pasan, el presupuesto se consume y la película se tiene que terminar. Entonces, la pregunta es, después de 30, no sé cuántas películas hizo Van Sant, y de todas las películas que todos los que somos profesionales de este trabajo hacemos, hay una pregunta que empieza cada vez que se termina una película, y es, ¿por qué otra vez? ¿Por qué vamos a hacerlo de vuelta? Porque lo más probable es que no importa el presupuesto que tengamos, no importa el talento que haya, la realidad siempre va a estar por encima del deseo de la película. Siempre. No importa el número, no hay presupuesto posible que vaya en contra de la realidad. ¿Qué hace que un actor siga cada vez diciendo voy a hacer más películas? Voy a hacer otra película. Non, mais il vient de me poser une question. Mais Pablo, ça fait... J'ai fait 59 films. Ça fait 14 mois que je n'ai pas tourné. Je vais tourner probablement parce que je n'ai pas voulu. J'ai le choix, je lis. On est 4-5 à lire tout en France, ou 10. Et tout ce que je lis ne me plaît pas, et les choses que j'ai envie de faire s'écrivent, et j'en ai très envie, elles arriveront à partir du mois d'avril, et tout d'un coup, je vais tourner peut-être 2, 3, 4 films à la suite, mais peut-être pas. La question que me pose Pablo est géniale. Il a tellement raison. Je n'ai aucune envie d'y retourner. Et en même temps, si on me dit que j'y retourne pas, je peux tuer pour y retourner. C'est la première fois que j'ai eu un enfant. Avant, quand j'avais 38, 39 ans, je me disais, mais comment c'est possible la vie avec un enfant? Je vais plus pouvoir sortir, je vais plus pouvoir ça, et ma vie va changer, comment je vais faire? Et à la seconde où l'enfant est né, à la seconde, c'est pas une expression, à la seconde où l'enfant est arrivé, j'ai dit comment c'est possible une vie sans enfant? Et c'est sans arrêt ça. Moins on mange, moins on a envie de manger. Moins on fait l'amour, moins on le fait, et plus les couples s'éteignent, parce qu'aucun des deux a vraiment envie de le faire, parce qu'on a pris une habitude. On ne crée pas les enzymes qu'il faut. Et dès qu'on recommence un peu, on le fait de plus en plus. Et on se regarde, on fait, mais comment on a fait pendant 2 ans pour ne pas le faire? Et l'autre te regarde et fait, je sais pas. Quand on mange moins, on maigrit, on a envie de maigrir de plus en plus. On n'a qu'une envie, c'est de servir les autres. Et dire, mange, mange, pour qu'eux, ils s'engraissent à votre place. En se disant, tout ce qu'ils mangent, c'est moi qui ne le mangerai pas. Moi, en ce moment, j'ai envie que les acteurs tournent plein de films en me disant, voilà, tournez, 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 tournez. Comme ça, moi, j'ai pas à tourner. Je ne sais même pas, Pablo, comment je vais faire pour aller faire mon prochain film. Je ne sais même pas comment on fait pour arriver sur un plateau. Je ne sais même pas comment je vais faire pour dire ma première phrase sans avoir la bouche pâteuse. Je vais être
comme ça, je vais avoir envie, même si c'est un jeune metteur en scène, je vais avoir envie au bout d'1 seconde de lui faire « Mais t'inquiète pas, hein, je suis bon, hein, tu vas voir, hein, t'as bien fait de me choisir, hein, t'inquiète pas, tu vas voir. » Mais lui, de son côté, jeune metteur en scène, il a fait « Oh là là, je commence un film avec Vincent Lindon, mais comment je vais faire ?» mais tu sais, t'inquiète pas, hein, je sais tourner. On va être 2 personnes l'une en face de l'autre, crevant de peur, sans oser le dire à l'autre. Mais l'idée déjà de retourner un film me paraît mais une montagne infranchissable. J'ai été voir un copain l'autre jour sur un plateau. Vous savez, quand on va voir quelqu'un d'autre sur un plateau sur lequel on n'est pas. Il était midi, et tout d'un coup, j'entends le metteur en scène qui fait Ok, on y va, silence s'il vous plaît. Jean-Pierre, t'es prêt? Tout est en place? Ok, non, oui, non, reviens plus près, viens plus près, oui, voilà, comme ça, top, impeccable. Ok, moteur. Et moi je faisais, mais comment il va faire pour jouer? Mais comment il va faire? Mais je pourrais pas. Mais là on m'appellerait, on me dirait, il faut le faire. Je dis, non, je suis pas acteur. Je ne sais pas comment ils font. Il faut être sur son plateau, mais quand on va voir quelqu'un d'autre, mais on a envie de mourir. Mais je sais pas si tu vas voir un autre metteur en scène, tu fais, mais il est fou. Et ça fait combien de temps que tu tournes? C'est ma première semaine de tournage, j'en ai encore 8. Je suis sûr Pablo va faire, oh là là. Mais c'est impossible à imaginer quand on n'y est pas. C'est un truc de dingue. On va sur le plateau de quelqu'un d'autre, on gêne tout le temps. Au bout de 10 minutes, il y a 4 machilots qui m'ont fait, s'il vous plaît, monsieur Lindon, pardon. Je fais, oui, excusez-moi. On est tout le temps en train de gêner. Et quand on est sur son plateau, on ne gêne jamais personne. C'est son plateau. Il appartient aux acteurs, aux actrices, aux metteurs en scène. C'est un truc magique. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais me forcer. Je vais m'obliger à y aller. Donc d'abord je lis un scénario que j'aime bien. Donc je m'oblige à téléphoner. J'appelle, je fais « J'ai adoré, je le fais ». Je raccroche, je fais « Oh putain ». Et puis après, le moment où on a vraiment très peur, moi en tout cas, mais peut-être Martina aussi, les costumes. Les costumes, c'est horrible. Parce qu'ils vont pas vraiment bien, les trucs. Il y a le costumier qui fait des photos, il y a le metteur en scène souvent qui est 2-3 mètres derrière, comme ça, qui fait... Oui. Vas-y, remets-moi le pantalon de... Non, c'est bien ça. Et oui, moi je voyais quelque chose de plus... Tu te sens bien, toi, comme ça? Oui. Non, mais ça sera... On le garde. Ça sera peut-être dans une scène. C'est bien. Mais remets-moi le truc. Et nous, on est là, on est affolés. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qu'on n'aime pas beaucoup. Et puis il y a la costumière qui est comme ça devant le metteur en scène. Et tout d'un coup, le metteur en scène fait c'est pas mal ça. Et la costumière qui fait oui, moi j'aime beaucoup. Moi, personnellement, t'as dit mais ta gueule, toi. Tais-toi, c'est moi qui vais le porter. Tais-toi. C'est des trucs de dingue. Les costumes, c'est horrible. Puis après, il y a les lectures. Alors là, on essaie de lire pour montrer au metteur en scène. Même si on a fait 3 films avec lui, qu'on est très fort, alors on lit tout comme ça, avec une voix hyper habitée. Hein. De temps en temps, on se trompe, on lit trop vite, on fait... Pardon, excuse-moi, mais c'est juste parce que je lis pas bien, mais tu vas voir... On s'excuse tout le temps, mais tu vas voir, sur le plateau, je vais... T'inquiète pas, hein. Et le metteur en scène, il n'est pas inquiet du tout. Il t'a choisi, il t'aime. Il fait non, mais je suis pas inquiet. Non, parce que je te dis... Puis après, il y a le premier jour de tournage, on a la bouche comme ça, on est au maquillage. Et puis on arrive sur le plateau, j'ai aucune envie d'y aller, là. Aucune. Mais ce que je voulais quand même dire pour terminer, c'est qu'on se reconnaît entre nous. Et je veux pas, c'est pas pour faire un compliment, mais moi je sais en regardant un film, au bout de 10 minutes, si c'est un metteur en scène avec qui je pourrais travailler et qui pourrait travailler avec moi, et si on pourrait aller très loin et faire quelque chose de formidable ou pas. Il y a des metteurs en scène qui sont des génies, mais des génies, hein, que j'admire, et où quand je vois leurs films, je suis à la limite même de dire pourvu qu'ils ne m'appellent pas. Parce que je vais pas lui... Non, je suis pas son genre. J'aurais envie de lui crier. C'est pas mon rythme de parole. C'est pas mon rythme de...
Et je vais avoir envie de lui crier pendant tout le tournage. Tu sais que d'habitude, je suis meilleur que ça. Hein. Et puis, il y a d'autres metteurs en scène où on sent que ça irait incroyablement. Et je voudrais juste dire ça pour terminer, parce que je le pense vraiment, je ne mens jamais. Quand j'ai vu les films de Pablo Trapero, et principalement le dernier que j'ai vu avant de voir El Clan, qui sort en France en février, j'ai vu le film Leonara, et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout. Il n'y a pas un plan où je ne me suis pas dit, tiens, je pourrais être dans ce genre de film. S'il avait fait l'histoire avec un homme, j'aurais pu être, je comprends tout. C'est mon univers. Je saurais marcher comme il faut dans ce film. Je saurais boire comme il faut. Je saurais me faire jeter dans une cellule par les gardiens comme il faut. Je saurais écrire au tableau noir si c'était un homme. Je saurais. Et puis il y a des films de metteurs en scène, comme Almodovar, je pense que je ne saurais pas tourner avec Almodovar. Il y a trop de champagne. C'est pas mon rythme. J'ai envie de Pedro, attends. Et pourtant, c'est un génie. C'est comme ça. Donc voilà, je les reconnais, les metteurs en scène avec qui je voudrais travailler. Ça n'arrivera peut-être pas, mais ça, c'est pas grave. Mais tout de suite, ça se voit tout de suite. Je pense que eux voient tout de suite les acteurs, même s'ils ne travaillent pas avec eux, ou les actrices, où tout de suite ils disent, tiens, voilà. C'est très simple en fait. Ça, c'est de ma famille, ça, c'est pas de ma famille. Il est génial, mais c'est pas de ma famille. Voilà. Ça, c'est de ma famille. Ça, je sais comment faire. Je le connais pas, mais je sais comment faire. Lui, je sais pas comment faire. Je le connais d'ailleurs très bien, mais je sais pas comment faire quand même. C'est très bizarre. On peut s'entendre mieux avec un étranger qu'on ne connaît pas qu'avec quelqu'un qu'on connaît par cœur. C'est une question de rythme, de danse. Où on se prend tout. C'est vraiment au premier truc, où le bras passe tout de suite bien et la main, truc. Mais comme en amour, hein. Si on danse avec quelqu'un la première fois et ça passe pas bien là, on fait. Oh. Et il y a des fois où ça, tout de suite, clac. Et il y a juste la tête est juste à la bonne, le bras, et on fait, oh, je danse bien avec elle. Et c'est parti, on peut danser 10 heures. Et quand ça part mal, c'est comme les prises, Martina. Une prise qui démarre mal dans les 2 premières secondes, c'est comme un joueur de tennis, on est en retard sur la balle, on court, et quand une prise commence bien, elle peut durer 2 ans, la prise. Quand ça commence bien, quand le premier truc qu'on a à faire, c'est de faire ça, et qu'on le fait bien, si on fait... On a envie de dire coupez. Le metteur en scène, il est fou, on s'en fout, il ferme une bouteille. Mais nous, on a un petit cerveau ici, en plus. On a celui qui joue, celui qui fait attention à tout, et si juste ça se passe bien, et qu'on la pose, oh la main, elle est bien tombée ma main, et qu'on se tourne comme ça, ah, j'aime bien comment... C'est fini. Tu peux jouer pendant 8 heures. C'est comme si je disais au metteur en scène, attends, tu vas voir, t'as rien vu, tu vas voir. T'aimes ce que j'ai fait là? Tu vas voir. Attends, c'est pas fini. C'est comme il y a comme un pont, comme un tube en verre entre l'acteur et le metteur en scène. Moi, le metteur en scène, il est là-bas, derrière son combo. Je joue comme ça. Je le vois pas, mais je sais s'il fait. Coupez! Je le sais s'il est content ou s'il fait. Je le sens, je le sais, je le sens. C'est dans mon dos, je le sens. Il y a un truc d'amour, et je vais terminer là-dessus. Personne au monde, aucune relation au monde ne peut égaler la compréhension entre un metteur en scène et son actrice, ou entre un metteur en scène et son acteur. C'est inégalable. C'est quelque chose qui est au-dessus des nuages, qui n'arrive nulle part ailleurs, même pas entre un mari et une femme, même pas entre un enfant et son père. C'est quelque chose, pendant 2 mois... Non, mais c'est une relation... C'est dingue. On sait exact... Je sais pas comment... C'est un truc de fou. C'est inexplicable. Et c'est extrêmement jouissif. Et quand on aime le metteur en scène ou l'acteur ou l'actrice avec qui on joue et que le matin on se lève en disant chouette, ce matin j'y retourne. Et quand l'assistant vient vous voir au bout de 4 semaines, fait demain t'es pas là, Vincent. Je dis pourquoi? Mais parce que demain c'est la scène de la session service, c'est la seule scène où t'es pas là dans le film. Ah d'accord. Tu fais putain, mais qu'est-ce que je vais faire demain? On est mort. Moi je viens sur le tournage quand même.
loin, mais je viens voir, au cas où il y a un ménage à faire, quelque chose. C'est une histoire folle. Un metteur en scène et une actrice, ou un metteur en scène et un acteur, c'est une histoire inexplicable. C'est à la vie, à la mort. Un metteur en scène qui a tourné avec un acteur une fois dans sa vie, la conversation reprend là où elle s'est arrêtée 45 ans plus tard. Ils se croisent au bord d'une piscine, sur une route, ils ne se sont pas vus. La conversation repart exactement là où elle s'est arrêtée. On sait tout de l'autre sans qu'il vous en ait parlé pendant 45 ans, tout. Et juste une anecdote qui va plaire à Thierry et à Pablo. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Patrick Modiano, qui a eu le prix Nobel en France, et qui m'a dit une des plus belles phrases qu'il a entendues de sa vie. Il avait 25 ans et il a croisé un autre écrivain qui s'appelle Bernanos, qui lui a croisé, qu'il n'avait pas vu depuis... Enfin non, il avait plus de 20 ans, il devait avoir 35 ans, il l'avait pas vu depuis très longtemps. Et l'autre est arrivé, il lui a serré la main, et pour lui dire c'est pas la peine que tu me racontes ta vie, je l'imagine, j'imagine que ça va bien, un truc. Il a serré la main comme ça, il a fait alors, toujours 5 doigts. Et je trouve ça génial. Et ben, nous, entre nous, pas Pablo et moi, mais entre un metteur en scène et un acteur, ou entre un metteur en scène et une actrice, en fait, c'est ça. C'est alors toujours 5 doigts. Bon, bah tout va bien. Voilà. Podemos agradecer a Vincent Lindon. Porque era realmente un masterclass, y también podemos agradecer a Pablo Tavero.